monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Trek in Storia. Bonjour Arcadie. Salut Cyril, ça va? Oui, et toi, on sent que t'es un peu pris du nez. Je suis un peu malade aujourd'hui, donc voilà, je vais tenir comme il faut et faire une belle émission. Et puis après, me prendre un grog et dormir. Tu es notre héros ce soir. Exactement. Voilà. Je suis pris de la fièvre. Vulcaine. Il y en a une qui va être contente. Allez, on commence tout de suite après cette petite blague grivoise par ce que j'avais promis la dernière fois, le courrier des lecteurs. Effectivement, vous avez été nombreux à réagir au dernier épisode concernant Star Trek Lower Deck et Star Trek Prodigy, ainsi que Voyager. Alors, on commence tout de suite avec le petit courrier d'Alpha Killer qui nous dit... Grâce à cette vidéo et à celle sur la guerre du Dominion, il est plus facile d'aborder la cartographie de l'univers de Star Trek. On en avait un peu parlé. Par rapport à cela, est-ce qu'il serait possible de créer de nouveaux quadrants? Pourquoi pas? Faudrait refaire des subdivisions, mais en fait, il existe déjà des subdivisions, voilà, comme le quadrant Sol. Le quadrant Sol, c'est le nôtre, voilà. Aussi, dans Star Trek, les films et les séries nous montrent exclusivement un capitaine et un équipage sur une période. Dès lors, nous ne pourrions pas découvrir d'autres capitaines dans une même période. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que y a deux choses. C'est que le truc du quadrant, pour moi, ça dénote, ça témoigne de justement ce que je te disais la fois passée. C'est qu'en fait, le quadrant est déjà suffisamment grand. Mais... les dernières séries, donc TNG, DS9 et Voyager, l'ont, entre guillemets, donné le sens qui s'était rapetissé. Parce que genre, bêtement, t'as le Dominion, c'est à l'autre bout de la galaxie. Tu considères que ce qu'il y a entre eux, c'est plié. Alors qu'en fait, il y a la possibilité que ça reste un environnement qui ne soit pas encore totalement exploré. Moi, je suis de ceux qui considèrent que... la Fédération, elle a beau dire ces planètes-là, c'est à nous, et ce qu'il y a entre les deux, c'est à nous, mais en fait, ils savent pas ce qu'il y a. Qu'entre la Terre et Vulcain, tu peux créer plein de mondes supplémentaires, encore jamais découverts, parce que le principe de l'espace, c'est que c'est immense. Est-ce qu'on a besoin de créer d'autres quadrants? Parce que genre le Dominion, enfin le quadrant, là où il y a le Dominion, c'est le quadrant... Gamma. T'as juste le bout. Mais tu peux très bien raconter tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et si donc, ça se trouve, c'est tout petit, le Dominion. Oui, c'est ça. À l'échelle de la galaxie, ce sera toujours tout petit. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a moyen de faire ça. Et pour ce qui est des capitaines, mais en fait, les séries Star Trek proposent toujours un nouvel équipage. Je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est est-ce qu'on pourrait avoir une autre série qui se passe pendant TOS, un autre équipage de classe Constitution, enfin dans une classe Constitution. Bah oui, pourquoi pas, étant donné qu'ils allaient dans toutes les directions et qu'ils exploraient tout. Et techniquement, Strange New World le fait. Exactement. Juste qu'on est juste avant l'ère de l'Enterprise, et encore l'ère de Kirk. Mais au moment où tu regardes Strange New World, il y a déjà les 11 autres vaisseaux Constitution, 10 ou 11, je sais plus, qui se baladent et qui visitent des trucs, quoi. Et moi, c'est ce que j'aimerais beaucoup, parce que j'adore... c'est ma période préférée, en fait, cette période-là. Celle de TOS, c'est ma préférée dans l'univers de Star Trek, plus que TNG. Ah, il y a ce côté western de l'espace. Mais ouais, c'est ça, en fait. Ouais, TNG, j'adore, hein, mais il y a un peu le côté, c'est bon, la galaxie est balisée... on n'a plus qu'à faire des missions diplomatiques. Tu fais, ouais, mais frère, l'aventure, quoi. Enfin, je veux dire, where no one, tu sais, c'est là où personne n'est jamais allé, quoi. Enfin. Let's go. Voilà. Allez, on passe à Jean-Benoît Burato, qui nous dit perso, Lower Deck m'a réconcilié avec Star Trek. On retrouve enfin une photographie lumineuse, des uniformes colorés, des vaisseaux classiques et surtout des épisodes indépendants. Ça apporte ce morceau de vie de l'équipage qui manquait dans les séries classiques. J'apprécie aussi l'autodérision, qu'elle soit assez maligne pour ne pas tomber dans la déconstruction totale et que tout reste respectueux de l'univers Star Trek. Starfleet est bien moqué et reste une institution positive avec ses travers, mais toujours ses qualités issues de la vision utopiste de Roddenberry. Alors moi, il y a un truc que je veux dire par rapport à Lower Deck. C'est que j'ai terminé la saison 2 de Strange New World. Dedans, j'ai vu l'épisode crossover de Lower Deck. Et je me demande si le problème
que j'ai avec Lower Deck ne viendrait pas juste du personnage principal, donc pas le geek, mais l'autre. Mariner. Ouais, parce qu'en fait, je compte redonner une chance à Star Trek en faisant abstraction de justement de Mariner, parce que dans l'épisode Strange New World, justement, il y avait que j'avais vu, il y avait justement cet humour que j'aimais beaucoup, et le seul personnage qui me prenait la tête, c'était Mariner, et qui est à mes yeux insupportable. Donc je vais redonner une chance à Lower Deck. Voilà. Vous allez l'avoir. Pas dire je vais aimer, mais il y aura, voilà, il y a un moment donné, je suis capable de revenir sur mes décisions et ou pas, hein, parce que si Mariner reste toutes les saisons, je vais pas devenir fou, mais voilà, donc on pourra se refaire une deuxième manche où là, je vais quand même me faire toute la série et me dire ok, c'est pas bien. Ah bah justement, tu vas apprécier le prochain commentaire. C'est Chastronaute qui nous dit « J'ai vu tout Star Trek plusieurs fois pour certaines séries, sauf Prodigy. J'adore Lower Deck. Même si je n'avais pas toutes les refs, et notamment les refs pour les Lumières, et que j'ai pas vu Rick et Morty. Les personnages au départ, très caricaturaux, deviennent attachants avec une vraie histoire personnelle expliquant ce côté excessif. Le manque de confiance, la rébellion à l'autorité, le positivisme permanent, la passion exclusive de la technologie. Un conseil, cette série doit se déguster de temps en temps, max 1 par jour. Merci pour l'ordonnance. Comme d'autres séries, le plaisir vient en infusion et non en marathon. » Ça peut être vrai aussi, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, tu sais, maintenant de binge-watcher, quoi. Tu ponces les séries, et peut-être qu'effectivement, en une traite, Lower Deck c'est lourd. Même toi, tu l'avais vécu, tu m'avais dit à la fin, t'en pouvais plus, quoi. La dernière saison, ouais, j'avais eu du mal. Et donc, du coup, je te le dis, hein, Chastronaute 1212, quand je recommencerai Lower Deck, je suivrai ton conseil et je le ferai par petites touches. À dose thérapeutique. Voilà. Bon, alors on arrive à un pavé de Guigui qui a écouté tout ce qu'on a fait et qui avait beaucoup de choses à dire. Guy, alors, il nous dit qu'il aime toujours autant écouter nos échanges, car on a toujours des bonnes idées de thèmes. Merci Guigui. Merci Guigui. On essaye, voilà. Par contre, il doit nous envoyer quelques torpilles à photons. Star Trek 2, c'est Valérie, c'est pas Savick. Autant pour moi. Vous êtes vraiment fâché avec les dates. Le premier film, c'est 10 ans après la fin de la série et pas 20 ans. Donc là, on est sur du tatillon. Et TNG, c'est fait en même temps que le 4e film, pas le 3e. Ça, c'est ma faute à moi. Et que dire des films TOS qui ne sont pas raccord avec les thématiques de décennies. Je suis tombé de mon fauteuil. Star Trek 2 et Star Trek 3, c'est clairement la guerre froide et la course à l'armement nucléaire, enfin l'escalade, très pertinent au début des années 80. Pour le 4, tu as parlé d'écologie, mais pour le 6, c'est surtout la chute de l'URSS. Ouais, je me rappelle plus trop, mais oui, il a totalement raison. Ça, je me rappelle. Ah, et l'écriture inclusive aussi n'a pas d'intérêt en anglais, du coup, je ne vois pas pourquoi Starfleet utiliserait. Ok. Ouais, là, la question était surtout... l'écriture inclusive était un exemple le plus évident. mais la question demeure, tu vois, c'est par rapport à l'époque, c'est peu importe la lubie, s'ils ont décidé que en 2023, tout le monde devait porter un chapeau rouge sur la tête, voilà. Tout le monde décidait que le progrès c'était de porter un chapeau rouge sur la tête. Est-ce que dans Star Trek ils doivent porter un chapeau rouge sur la tête? Si tu enlèves même la question de l'inclusivité, ou est-ce que tu peux aborder la question et la travailler suffisamment? Je donne un exemple. La question de la transidentité qui a été réfléchie dans Discovery, avec le gamin là qui a avec les taches là. Le Trill. Voilà, le tri, il a un à l'intérieur, il y a toute une question et comme ça. Bah là, elle est réfléchie à l'intérieur même de l'univers et on peut ramener les arguments du dehors, quoi. Tu vois, c'est la question, c'est est-ce que est-ce qu'on doit reprendre tel quel les obsessions et les questionnements de notre époque plus que l'écriture inclusive. Ou est-ce qu'il faudrait pas reprendre des sujets de demain, des problématiques de demain, plutôt que de se baser sur des problématiques d'aujourd'hui. D'ailleurs, Captain Guigui, je prends la main, je voudrais te proposer, je me dis que ça pourrait être cool dans, tu sais, j'ai proposé dans les thèmes, les épisodes justement, période historique de crise, et je me dis que ça pourrait être sympa de le faire avec lui. Ouais. Donc en gros, ce serait de proposer, donc mettez des commentaires là-dessus, donc en gros ce serait de parler de tous les épisodes et les films qui sont
qui vont traiter directement de l'actualité contemporaine au tournage de cet épisode, à l'écriture de cet épisode. Je prends notamment l'exemple, c'est Star Trek 6, comme tu dis, la fin de la guerre froide. Donc voilà, et comme t'es quand même très précis sur les dates et tout ça, ça pourrait être sympa. Nous. Voilà, bien plus que nous. Nous, on est des touristes à côté de toi. Nous, on est des casual tricky, t'as vu? Exactement. Alors, il continue, il a pas fini. Sinon, il y a une erreur dans votre analyse sur Discovery. Le patriarcat dans la saison 1 est en sous-texte et pas du tout un trait digétique. Surtout que Lorca vient de l'univers miroir. Du coup, il n'y a zéro souci à ce niveau par ici. Discovery est lourd avec son sous-texte, mais dans le récit, il n'y a pas de structure patriarcale qui est dénoncée. Par contre, ok sur l'individualisme de Burnham. Bon. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où, même si c'est du sous-texte et qu'on dit que le problème c'est tel genre de personnage, peu importe ce que c'est, et que ça fait partie de la structure du gars, enfin de l'univers, tu vois, genre le capitaine, le chef, c'est tel gars, machin et tout ça, et que ça pose problème. Dans l'univers de Discovery. Après, voilà, là, on n'est pas du tout d'accord. Enfin, c'est juste une divergence d'opinion. C'est pas qui a raison, qui a tort. Moi, je trouve que même un sous-texte a une influence sur le surtexte, on va dire ça comme ça, de l'univers, et qu'il faut faire attention justement. Et l'un des exemples que je donnais, c'était une des autres thématiques où Strange New World est un Star Trek féminin en sous-texte. Parce qu'en fait, il y a très peu de personnages masculins. Et si tu retires par exemple Pike, t'as beaucoup de plans où tu vois que des femmes entre elles. Et c'est pas un problème en fait. Tu peux dire, ouais, il y a un équipage où il y a beaucoup de femmes. Et ça ne change rien en fait. Parce que ça ne change, ça continue dans la lignée de ce qu'est Starfleet. Enfin voilà. Donc, divergence d'opinion, nous débattrons là-dessus. Vas-y, continue. Et il dit, par contre, c'est marrant de reprocher à Burnham d'avoir les scénarios qui lui donnent raison, contre toute attente, alors que 2 minutes après, vous dites que Kirk fait n'importe quoi et finalement réussit à la fin. Comme si le scénario ne donnait pas raison à Kirk. Un peu comme Burnham, quoi. En fait, techniquement, c'est que oui, les scénarios donnent toujours raison aux personnages principaux. Le problème, c'est pourquoi les raisons pour lesquelles il leur donne... les éléments qui font qu'il leur donne raison. Je donne un exemple. En fait, ce qui se passe, c'est que si t'as pas de conséquences, t'as pas de morale, et donc si t'as un personnage à qui dit moi on me dit pas ce que je dois faire, par exemple, je parle même pas de Burnham, on me dit voilà moi on me dit pas ce que je dois faire, parce que mon instinct il est plus fort que tout. Ça peut même être l'affaire de Kirk. Et que à la fin, t'as tout le monde qui dit non, Kirk fait pas ça, et lui dit je le fais, parce que son instinct l'a dit, et que ça marche, ça veut dire que il a eu raison de le faire. Et ça dit quelque chose au niveau de la morale sur les personnages. Comme de toute façon le scénario te donne raison, puisque faut pas que tu crèves à la fin de l'épisode, ça dit quelque chose sur la morale. Et quand t'as des personnages qui vont en faire qu'à leur tête, ne pas écouter les autres, aller en fait à l'encontre des principes de la fédération et simplement réussir parce qu'ils sont, ça pose un problème, ça soulève des questions. En fait, c'est pas anodin, c'est juste ça en fait. Alors, il conclut, et à force de répondre à des demandes sociales, Star Trek se plante. Pour dire que Disco est trop à gauche, c'est oublier que de ne pas y répondre, c'est le statu quo, et donc c'est répondre à des attentes conservatrices et donc de droite. Et si on sent bien que c'est ce qui se passe ici en ce moment avec Strange New World, et un peu la saison 3 de Picard. Et après, il finit par dire qu'il nous déteste sur tout ce qu'on dit sur Prodigy et Lower Deck. Après, faut voir gauche et gauche, parce que la gauche chez nous, c'est pas la gauche américaine. Oui, voilà. Donc, faut aussi faire attention à ça. C'est du centre-droite. C'est du centre-droite chez nous. C'est quand même chaud, quoi. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est dans Discovery, mais j'ai rien vu du tout du patriarcat, moi. Enfin, c'est juste une question. Regarde, en fait, le meilleur exemple, c'est Strange New World. On te fait un casting. En fait, c'est indirect, mais on te fait un casting. Et on va dire, tiens, on va mettre dans le casting, tel personnage, ça va être une femme, tel personnage, ça va être une femme. Tel personnage, c'est une minorité, tel personnage, c'est ça. C'est pas un problème de faire ça.
Et t'as, dans le crew de Strange New World, t'as un homme blanc, cisgenre, hétéro, machin truc, c'est Pike. Spock ne compte pas, parce que Spock est un Vulcain. Et l'autre mec que tu crois, c'est M'Benga, qui, en plus d'être noir, est africain, donc c'est autre chose. Si tu retires Pike d'un plan, tu te retrouves avec un casting entièrement féminin, à l'écran. Et ça, c'est pas juste vide de centre, ça raconte quelque chose. Les personnages vont être des personnages féminins, quand ils vont leur arriver des choses, elles vont régler ces choses à la manière dont ces personnages féminins sont écrits, qui sont entre autres écrits parce que ce sont des femmes. Ok. Tu vois, donc c'est juste la petite chute de pierre qui amène des choses. Ça veut pas dire que c'est forcément mauvais. Moi, je trouve ça très bien. Par exemple, qu'il faut que, quand tu vois tous les équipages, c'est cool d'avoir un équipage principalement féminin dans l'univers de Star Trek. Mais donc, du coup, quand naturellement, les mecs, les méchants de l'histoire, et c'est pas juste Discovery, c'est beaucoup d'œuvres de Netflix qui sont des méchants de l'histoire, c'est systématiquement l'homme blanc, hétéro, cisgenre, machin et tout, ça dit quelque chose. Ça raconte quelque chose parce que c'est relié à une grille de lecture politique. Et donc c'est pas rien. Quand, dans l'épisode de Strange New World, saison 2, deuxième épisode, avec le fabuleux procès de numéro 1, j'adore cet épisode, tu vois ? À un moment donné, elle te parle de Starfleet et pourquoi elle rejoint. Et dans le plan, elle fait « Ah, Starfleet, c'est génial, c'est la diversité, c'est trop cool, tu vois. » Dans le plan, Pike est pas là. Et donc, en une fois, la diversité de Starfleet qui est géniale ne prend pas en compte, visuellement, aussi les mecs blancs, hétéros, cisgenres et tout ça. Tu as des Vulcains, des Noirs, des femmes, des machins, t'as tout, mais bas ce groupe-là. Et c'est pas forcément fait exprès, hein, mais ça souligne quelque chose. Tu vois ? Ok. Donc c'est tout. C'est par exemple un autre exemple, on va prendre TOS parce que là c'est très récent, mais si tu as TOS, si t'as Uhura qui se retourne en 60, une femme noire qui se retourne, il fait capitaine, il se passe ça et ça et ça, et que le capitaine Kirk il l'écoute, il fait d'accord, c'est pas anodin dans les années 60. Il dit cette femme noire qui a une situation sociale inférieure à la mienne dans notre société américaine, je la considère mon égale et même supérieure à moi dans son analyse, dans son domaine, tu vois. C'est ça que ça dit. Donc voilà, c'est juste des manières d'écrire, et c'est une manière d'écrire qu'on a développée ces 10 dernières années, malheureusement, quoi. On pourrait faire des épisodes entiers là-dessus, mais j'en ai déjà beaucoup trop parlé. Ok, donc, non, mais voilà. c'est intéressant. Oui, on pourrait faire des sous-grilles de lecture. Ouais, je te donne un autre exemple. Un autre exemple, on va prendre dans Star Wars, justement, je pense à ça. Beaucoup plus simple. Un personnage... si un personnage est fort avec la force, et je prends Rey Skywalker, pas par la manière dont elle est écrite. Donc tu vois, Rey Skywalker, elle est extrêmement puissante. Et surtout, elle ne fait aucun effort pour l'être. Elle l'est, c'est tout. C'est une manière d'écrire, c'est comme ça. Mais ça dit pas la même chose que quand tu vois un Rocky qui a dû s'entraîner comme un taré pour arriver à son résultat. Oui. Voilà, ça dit, c'est deux histoires différentes, sans même avoir besoin de le mettre en avant. Quand Spock, je crois que c'est Spock et Uhura qui s'embrassent. C'est Kirk et Uhura. Ça dit quelque chose, et le fait qu'il soit ça raconte quelque chose socialement et sociétalement, tu vois. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Donc voilà. Donc après, c'est des fois des sous-grilles de lecture qu'on y met. Oui. J'avais eu un excellent échange avec Caroline Laplace là-dessus. Et des fois, il y a des sous-grilles où t'es là et tu te dis ah merde, moi j'ai regardé un divertissement, je suis passé à côté de tous les messages apparemment. Tout à fait. Et aussi, ce qui est important pour terminer avec ça, ce qui est important, c'est entre la sous-grille de lecture qui est effectivement existante et celle que toi t'as décidé de voir. Tu sais, il y a un monde, quoi. Faut faire très attention parce que moi je présente ça, mais je ne considère pas avoir raison. J'ai pu l'observer dans plusieurs shows différents. J'ai pu un peu éprouver ma théorie, mais si ça se trouve, à nouveau, c'est peut-être moi qui pète un câble dans mon coin. Et c'est tout à fait possible parce que on voit ce qu'on cherche. Donc il faut faire aussi attention à ça. Donc voilà, on a un petit dernier sur cet épisode de Fab Trek. Ayant tout vu Star Trek, j'avoue que Lower Deck m'a bien fait rire parfois en se moquant de certains codes. On sent qu'ils connaissent bien leur thème. Mais en revanche, l'héroïne, Mariner, voilà, je me suis trompé tout à l'heure, ne m'a pas du tout fait rire et ne m'intéresse pas du tout. Et maintenant que l'épisode de South Park avec le Pandaverse est sorti,
ou l'incluverse, je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec Lower Deck et l'ensemble des dernières productions Star Trek. Alors, je n'ai pas encore vu cet épisode de South Park. Je ne peux pas te dire. Je le vois aussi. Bon, voilà. Ce qui clôt un peu l'ensemble des courriers pour Lower Deck. On en a eu quelques-uns pour Voyager aussi. Qui était donc Star Trek Voyager, nous dit Fab Trek, est une de mes séries Star Trek préférées. L'évolution de la série est présente, l'équipage devient une vraie famille au fur et à mesure de leur trajet. La dynamique de Seven of Nine et du Docteur est drôle et émouvante. Le concept d'un îlot de Starfleet propulsé à 70 000 années-lumière est super intéressant. On ressent cet isolement petit à petit, on partage avec les personnages ce vaisseau maison qu'est le Voyager. Enfin, c'est mon ressenti. Je suis tout à fait d'accord. On a Alpha Killer qui nous dit ce qui me dérange beaucoup avec cette série, c'est que le manque d'explication, sur la manière dont le vaisseau est réparé aussi vite. C'est le seul vaisseau de Starfleet dans le squadron et il y a de nombreux combats. Pourtant, où l'équipage arrive-t-il à trouver un spatiodoc et le matériel nécessaire aux réparations? Ah ça, mais ça rejoint le problème qu'on avait dit où ils sont pas décidé de faire de tout lier, d'avoir une énorme trame et en revenant au point de départ, au statu quo de départ, ça crée ce genre de questions. Et je suis en train de préparer un iceberg sur Star Trek et il y a notamment combien de torpilles à photons avait le Voyager. Voilà, c'est un vrai problème. Il y a des mecs qui se sont amusés à les compter, je crois. Donc, m'étonnerait pas. Hein. En plus, c'est rigolo. C'est comme les gars qui tirent. Le mec, il a 6 coups, il en tire 27. Ouais, voilà. Allez, ensuite, on a Jérémiel. Avant, on a Space Ninja Full. Merci pour cette vidéo. Arte, c'est un peu chiant, mais au moins, ils ont déjà diffusé du Star Trek, comme RTL 9. Par contre, dommage de ne pas avoir parlé du départ de Kess, que je trouve complètement pété. Après, il y a des bons épisodes quand même, mais je préfère DS9. Okay. Voilà. Kess qui, pour la petite blague, l'actrice a été arrêtée pour détournement de mineurs. Alors qu'elle jouait elle-même une mineure plus ou moins détournée. Hein. Je voudrais pas le dire, mais c'est quand même des blagues cheloues. Alors, on continue avec Jerry Mail. Ah, les super souvenirs télévisuels. X-Files, Buffy contre les vampires, Xena et le magnifique Babylon 5 qui reste ma série de SF préférée devant Star Trek et oui. Durandal en fait une super rétrospective dessus. Oui, je me la suis tapée parce que je suis en train de créer un article sur Babylon 5. Il y a vraiment peu de contenu en plus sur Babylon 5. C'est vraiment galère quoi. Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette décennie, c'est l'établissement d'un fil scénaristique tout au long des séries. Fini les épisodes isolés qui n'ont pas d'impact sur les autres. Fini les personnages qui apparaissent par magie et qui disparaissent à la fin des épisodes. On se retrouvait avec un gigantesque film de plusieurs dizaines d'heures. C'est plus ou moins vrai pour Voyager. Hashtag Harry Kim. Alors du coup, il y a des personnes que ça rebute, car ils ne supportent pas de devoir suivre une histoire sur autant de temps. Malheureusement, il y a eu trop de séries formidables diffusées sur ces chaînes à péage. J'ai découvert Next Gen, Voyager et Babylon 5 que des décennies suivantes. À cause de ça, les chaînes gratuites auraient diffusé ces séries, elles auraient eu sans doute bien plus de succès. À l'heure actuelle, il y a encore pas mal de gens qui ne connaissent pas Star Trek et TNG. Voilà, dans Voyager, il a aimé beaucoup le Docteur, Tuvok, et à l'époque, il était ado à la sortie de V. Et ça l'avait vraiment passionné, et je pense que c'est pour ça qu'il aime Star Trek. C'est vrai que en France, je sais pas ce qu'il en était pour la Belgique, mais je pense que vous étiez servis de la même façon de nous. On n'a jamais été très SF de toute façon, et les chaînes de télé étaient plutôt intéressées par du fantastique. Chez nous, c'était Charmed, le Caméléon et Buffy, quoi. Ouais, en fait, on avait les mêmes chaînes. La seule chose qu'il n'y avait pas, et certains avaient ou pas, c'était Netflix, M6. Ah, en fonction d'où vous étiez sur la frontière. Je sais pas. J'avoue que j'ai jamais compris comment des gars avaient grandi avec Cartoon Network et Netflix. Mais quoi qu'il en soit, nous, on avait juste TF1, France 2, France 3 et RT. Et donc, si ça passe pas dessus, tu sais pas que ça existe, quoi. Voilà. Et dernier petit message de Sylvain Reynaud. Voyageur, c'est sympa, mais c'est vrai que la série manquait de consistance et l'ajout de Seven of Nine n'a rien arrangé. Pour ce qui est de DS9, c'est la meilleure série, car c'est celle qui explore le mieux l'ultime frontière, à savoir le rapport entre les gens. Vous ne pouvez pas mieux finir. Effectivement. Voilà. Alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui ?
On parle de la guerre, parce que la guerre, c'est mal et c'est pas très gentil. Et dans Star Trek, la guerre, il y en a plein. Oh, bah, il y a plein de thématiques. Alors, on a... Tu veux que je commence ou tu veux y aller? Vas-y, moi je réponds. La guerre dans Star Trek, c'est souvent la conclusion où c'est en sous-tâche. Chaque fois qu'on regarde, par exemple, TOS, ils sont en guerre froide contre les Klingons. Et ça fait une centaine d'années qu'ils n'ont pas vu un Romulien. Il y a des guerres ouvertes aussi. On a notamment la guerre avec les Klingons ou le Dominion. On a les guerres mondiales. On a l'équivalent d'une guerre mondiale qui embrasse toute la galaxie, notamment avec les Borg ou le Dominion. On a des guerres d'usure, avec notamment la zone neutre romulienne. On a des guerres civiles, avec encore une fois la guerre civile Klingon. Et on a des guerres d'influence, avec des services secrets et des politiques qui essayent de faire tourner en leur faveur telle ou telle échéance. Voilà. Et t'as aussi les petites guérouilles, tu sais, genre journal de bord du capitaine, nous allons sur une planète Alpha B et Alpha C qui se font la guerre et moi je suis là pour régler les choses. Exactement. Donc, des petites guérouilles spontanées. Bah, comme dans le dernier épisode de Strange... Enfin, le premier épisode de la saison 2 de Strange New World, là. Ou non, premier épisode de la première saison. Il met carrément le vaisseau... Ils vont sur une planète et ils font... c'est nous qui avons la plus grosse, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment ça qu'ils font, hein. Bah si, cet épisode me tire les larmes à chaque fois, mais oui. Et ce que moi, je trouve assez formidable, quand même, pour une série utopiste, c'est que la guerre, elle est toujours au coin. Ouais. Tu sais, au coin du couloir, prête à surgir, comme quoi l'utopie, c'est quelque chose qui doit se travailler tout le temps. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle peut vite basculer dans la guerre. Et il y avait un superbe épisode de TNG avec ça où il y a une espèce de procès qui est fait. Et t'as un gars il dit ouais, je suis petit-fils de Vulcain, et en fait il est petit-fils de Romulien. Et en fait on te fait comprendre que t'es toujours à 2 doigts de tomber dans la peur, en fait, de te laisser aller à tes bas instincts et à tes pires instincts. Effectivement, c'est là que ça reste une utopie. Comme tu dis, ça se développe, ça se travaille, ça s'entretient. C'est pour ça qu'il faut des Picards. Entre autres. Et c'est aussi Star Trek une façon de filmer la guerre. Ouais. On est dans l'espace. Tu l'avais dit la dernière fois, ça emprunte beaucoup aux films de sous-marins. Oui. Je pense notamment à La colère de Khan, où t'as cette idée de il nous voit pas, on le voit pas, et il faut qu'on arrive à le toucher. Ouais, Strange New World, saison 1, épisode contre les Gorn. Première fois que tu les vois apparaître, est un épisode justement typique, comme ça, où on sait pas où est-ce qu'il est, faut réussir. Les Birds of Prey, comme ils peuvent s'occulter. Ouais, les oiseaux de proie. Tu as aussi la manœuvre de Picard, qui consiste à donner une image. Tu vas tellement vite que tu donnes une image de fond et t'apparais à 2 endroits en même temps. Quand tu sais pas où est l'ennemi, quoi. Ouais. Pour voir où l'ennemi va tirer. Donc t'as cette façon de filmer la guerre dans l'espace. Donc c'est assez majestueux, c'est beau. Et en fait, j'ai vraiment l'impression, à la différence du Star Trek TOS, où on voyait pas grand chose, on imaginait plus qu'autre chose, où avec les maquettes ça se tirait dessus, mais c'était surtout le jeu d'acteurs où ils tremblaient tous à l'intérieur qui faisait l'effet. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, j'ai fait une image, j'ai essayé. Lamentablement, j'ai échoué. Mais oui, voilà, où t'as la caméra qui bouge. Voilà, exactement. C'est très CNN. Tu sais, on le voit. Je sais pas si tu te rappelles de la première guerre du Golfe. Première guerre du Golfe où on voit des super images nocturnes de fusées, de roquettes qui sont tirées. Ça fait très space. Ça fait très Star Wars, quoi. Et encore aujourd'hui, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, quand tu vois le bouclier anti-roquette, tu vois, c'est presque beau, la guerre. Après, pour moi, il y a un truc qui est vraiment typique de Star Trek, que justement j'avais du mal, c'est ce côté, c'est la guerre chiante, quoi. C'est-à-dire, t'as ton vaisseau qui est là, et puis ils font, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Et puis ça s'arrête là. Et puis t'as fondu au nord, puis tu reviens, et après, c'est ce qui se passe sur le pont qui est important. Tu vois?
il y a à la fois ce côté un peu où ça tient sur le concept, mais c'est une guerre de tension. Ce que je remarque souvent dans les épisodes, c'est que ce qui caractérise, enfin, alors c'est en tant que néophyte quand tu penses à la guerre dans Star Trek, c'est t'as le vaisseau qui avance et qui tire quoi, piou piou piou, il va pas commencer à faire des super manœuvres à la Star Wars. Je pense à la première scène dans Star Wars 3. Oui, voilà. Tu vois, je ne me vois pas voir ça dans Star Trek s'il n'y avait pas eu Star Wars 3 avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est pas dans leur mentalité, c'est pas dans l'ADN de Star Trek. L'ADN de Star Trek, c'est on bouge pas et eux ils sont debout et ils attendent, ils font oui numéro 1, faites ça, faites ça, faites ça. Et en fait ils se regardent comme en chien de faïence, je crois que comme ça qu'on dit. Oui, oui. Et ils bougent pas quoi. Et après ils font 1 ou 2 moves, mais le truc c'est vraiment t'as rien et t'as 2 vaisseaux qui se regardent et point. Et ça aussi, c'est un truc pour moi que j'associe beaucoup à Star Trek. Bah, c'est surtout c'est des navires. Et en fait, la seule référence qu'on a, on l'a dit tout à l'heure, on a le sous-marin qui fonctionne pareil. Le sous-marin s'arrête plutôt d'avancer pour pas se faire repérer. Mais c'est surtout les films de guerre de style, les films avec des porte-avions, où les porte-avions se font face. Et on met les canons d'un côté et on tire, quoi. Et c'est un truc qui, enfin, je sais pas comment, enfin, moi à chaque fois que je vois ça, ça me rappelle ça, pardon. Et surtout, comme tu le dis, maintenant aujourd'hui avec les effets, ce qu'on peut faire, on peut faire en sorte que le classe Galaxy, donc l'USS Enterprise D, aille dans la saison 3 de Picard, là dans les tuyaux, il nous fasse une scène à la Andorre. Ouais. Tu vois, il fallait 1000 personnes pour manœuvrer le vaisseau, hein. Dans TNG, hein. Il y avait 1000 personnes d'équipage et là ils sont 7 pour manœuvrer le vaisseau, tu vois, bref. Mais oui, il y a pas de, c'est vrai que Star Trek a pas trop fait ça, de stratégie comme ça un peu spatiale, sur le fait que la plupart du temps Babylon 5 l'a fait, parce que sur Babylon 5, c'est pas des guerres de gros vaisseaux entre eux, c'est surtout des guerres de chasseurs. Oui. Et là, tu peux imaginer des manœuvres, tu peux imaginer des mouvements un peu plus fluides. Ouais, tout à fait. Une plus grande mobilité, en fait. Et en même temps, je trouve que ça ajoute à la tension. Oui. Où ils peuvent, parce que j'ai pas l'impression que, genre c'est con, mais pour moi l'Enterprise il sait pas faire une machine arrière, tu vois. C'est vas-y recule, c'est fini. C'est jamais si les freins ils sont lâchés, t'es coincé, tu vois. Et que justement les oiseaux de proie ont cet aspect extrêmement mobile, chasseur justement. Et du coup, ça ajoute aussi, je trouve que dans Star Trek, la guerre, comme tu l'expliques, tu vois, t'as la guerre froide, t'as la guerre ouverte, t'as la guerre mondiale, t'as la guerre d'usure. Elle s'inscrit dans un conflit plus global. Donc, ce que tu vois, c'est pas juste, on s'est pris la tête avec un random pélo qui passait par là. Mais ce sont des choix d'action qui peuvent impliquer tout le reste. Je prends un exemple, je sais jusque depuis le début, un épisode de TOS où ils vont sur une planète où les mecs ils ont quand même des ressources hyper intéressantes et quand ils arrivent il y a un Klingon qui est là parce que il représente l'Empire. Les Organiens. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et en fait, c'est des gars avec des coupes de cheveux, des fringues impensables. Et en fait, c'est pas genre juste je vais casser la gueule à un Klingon sur une planète isolée, c'est je peux déclencher la guerre entre l'Empire et la Fédération. Tu vois? Et ce, même dans un film comme Star Trek KTL Into Darkness, quand ils vont chez les Klingons, on te fait comprendre ça. Tu comprends les implications géopolitiques de si tu merdes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et je trouve que pour moi, ça, c'est une des grandes forces de Star Trek. C'est toujours tendu, c'est toujours sur un fil tendu. Ouais. Et le fait qu'il y ait cette non-inertie, ce non-mouvement, ça peut traduire aussi le fait que le dommage, il est conséquent. C'est-à-dire que quand le vaisseau il se prend un coup, on voit que ça explose, il y a des gens qui meurent pour de vrai, quoi. Ouais. Même si ça reste propre. Abrahams l'avait super bien illustré quand c'est dans la première scène. Il tire, oui. T'as un trou dans la coque et t'as des gens qui volent. Tu fais ah ouais, ok, c'est fini, quoi. Mais ça reste propre. C'est-à-dire qu'après, on a de la guerre de terrain. Mm-hmm. On en a dans DS9, on en a dans Voyager aussi. Et là, c'est vachement plus gore.
C'est-à-dire, ils sont pas propres, ils sont blessés, il leur manque des membres, Ouais, puis il y a des cadavres, c'est gore, quoi. Puis même Strange New World saison 2, j'ai revu j'ai vu la saison il y a pas longtemps, donc c'est assez frais dans ma tête. Mais toute l'histoire de Mbenga qui a vécu la guerre à travers la médecine. Oui. Qui était super cool parce qu'on te fait comprendre que les Klagons c'est cool parce que le TNG est passé par là, mais ces gars-là, quand ils étaient tes ennemis, t'avais pas envie, quoi. Parce que c'était des monstres guerriers. Et en fait, à nouveau, ça te présente... Ça qui est bien, c'est que ça te présente plusieurs aspects de la guerre. Là où, par exemple, un show comme Star Wars va vraiment se concentrer sur l'aspect, on va dire, grand spectacle. Tu vois, les chasseurs, les croiseurs, la petite action qui va changer tout. Et pas... Enfin, Star Trek va explorer plein de genres, en fait. Ouais, il va donner pas mal de côtés... Il y a un épisode dans Voyager où ils trouvent une sorte de balise qui leur fait revivre une guerre. Et en fait, ils découvrent à chaque fois que l'autre, c'est le monstre. Donc toi, t'es le monstre de l'autre. Ouais. Tu es celui qui est venu dans la nuit tuer. Et par exemple, dans cet épisode avec Mbenga, il y a cette idée-là aussi. Que les Klingons, ils sont féroces, mais d'un autre côté, la Fédération... la Fédération n'était pas si gentille que ça, quoi. C'est ça. Elle se laisse pas faire, et puis si elle peut mettre un petit coup de canif dans du droit moral, elle le fera aussi, quoi. Ouais. Et pareil, par exemple, je trouvais le 6e film, avec justement, où on demande à Kirk d'animer l'espèce de traité de paix avec les Klingons. Kitomer, ouais. Voilà, enfin, et à nouveau, c'est sous tension parce que tu vis toute la merde qu'il y a eu avant, tu vis toute la guerre, et Kirk porte en lui tout le deuil de tous les morts. De la guerre, tu sais, à un moment donné, il le fait let them die, tu vois. Donc, une fois de plus, ce que j'aime bien avec Star Trek, c'est qu'on te fait comprendre que la guerre n'a pas qu'un seul visage. Et quand bien même elle est omniprésente, comme tu dis, elle est toujours à un détour. Et surtout, elle a plein d'aspects différents, que ça peut être par le racisme. Quand on découvre la gueule des Romiliens d'Antos. Et qu'en fait, ils ont la gueule de Vulcain, et t'as un mec sur le vaisseau qui est là et commence à faire chier Spock, tu vois. Donc, les traumas. Les traumatismes. Il y a aussi les traumas de guerre, notamment Nog, qui finit avec une jambe abîmée et qui, même si elle est réparée, boite toujours et veut pas servir. T'as O'Brien qui a connu la guerre, lui, en tant que, entre guillemets, sous-off, et qui était au front pour de vrai, et pas dans un joli vaisseau tout beau, tout propre, quoi. Il était avec les militaires de terrain. Donc, il y a tous ces titres de guerre. Il y a dans Star Trek Beyond, c'est le principe même du méchant. Oui. C'est vous faites de nous des armes de guerre, et puis en une fois vous faites c'est bon, on n'a plus besoin, c'est l'utopie. Et vous laissez des machines comme ça péter les plombs dans un coin. Et en même temps il y a aussi tu sais, c'est Pike, je crois que c'est dans Discovery, en fait ils l'ont envoyé hyper loin pour qu'il soit pas affecté par la guerre, parce que c'était le meilleur de Starfleet et qu'il voulait pas l'abîmer moralement, et ce que je trouve idiot, hein. Ils auraient pu résoudre très rapidement la guerre avec toutes les classes constitution, mais bon, c'est pas grave, on n'en est pas à ça de près avec Discovery. J'ai découvert un autre truc en plus sur Discovery. T'as découvert les Klingons ont des boucliers occulteurs. Et or, ils sont censés les avoir après une alliance avec les Romuliens dans TOS. Ok, ouais, donc du coup ça crée une... Ouais, mais du coup j'ai trouvé la parade, mais c'est chiant parce que j'ai dû réfléchir et j'aime pas ça réfléchir. Ça me fatigue beaucoup, moi. Bref, la guerre c'est aussi un révélateur des idéaux de Starfleet pour les personnages. Il y en a qui sont très prompts à prendre les armes, et d'autres qui sont très prompts à éviter tout type de guerre, quitte à se renier. Et la Fédération l'a eu fait plusieurs fois. Elle préfère des fois perdre des colonies ou laisser des gens dans le mauvais camp que de faire la guerre. Ouais, ou il y a eu ça avec le début de Picard, non? Oui. Où ils ont laissé un génocide et ils ont fait non, c'est pas notre problème. Oui, où ils ont laissé les Romuliens se démerder.
parce qu'ils avaient peur de les aider, parce que bref, il y avait... Oui, mais c'est surtout dans DS9 encore, où tu as le maquis. Tu as une guerre interne, donc une guerre civile de la Fédération qui se fait avec une sorte de résistance qui n'est pas d'accord avec le traité de paix Fédération cardassienne. Donc, et c'est le postulat de départ de Voyager aussi. Voilà. Vas-y. Bah voilà, à peu près. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idéaux? Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que peu importe la manière dont le personnage principal va régler le conflit, esquiver ou bourrer dedans, hein. Je repense à Kirk qui a essayé de casser la machine qui empêchait les morts, là, parce qu'il dit si vous n'avez pas de morts, vous pouvez pas comprendre à quel point la guerre est terrible. Tu te rappelles de ça? Dans les films de la KTL? Non. En fait, ils vont sur une planète où il y a un robot qui dit voilà, si vous faites telle action, vous avez censé avoir perdu autant de morts. Ah oui. Et Kirk il dit mais si vous avez pas les ravages de la guerre, vous pouvez pas apprendre à la craindre et à ne pas retomber dedans. Exactement. Il n'empêche, et bon, là, Tos passe un peu à côté de la trappe, que le principe même de base, c'est on tire en dernier recours. Excuse-moi. La violence est le dernier recours. La guerre est le dernier recours. Et le truc qu'on essaie d'esquiver. Oui, parce qu'à la base, d'ailleurs, Starfleet n'a pas de vaisseau de guerre. Ce sont des vaisseaux qui savent se défendre. Voilà. Bon, il y en a qui attaquent bien, mais ouais. Bah, il n'y a que l'USS Defiant qui est un vaisseau dit de guerre. Ouais. Clairement fait pour la guerre et pas pour l'exploration, quoi. C'est ça, quoi. Mais donc, du coup, c'est l'utilisation de la force est circonstancielle et en dernier recours. Et pour moi, c'est ce qui est impératif dans une histoire Star Trek. Quand tu vas traiter la guerre, c'est que tu peux pas juste à la dernière minute, oh, je fais tout péter, c'est pas grave, tu vois. Parce que non, il faut pouvoir trouver les moyens de négocier, de se montrer diplomate. Je prends l'exemple à nouveau, même KTL, hein, même si les gens ils râlent dessus, à la toute fin contre Nero, ils retournent dans leur vaisseau et Kirk dit je vous offre à vous et à votre équipage la possibilité de venir sur mon navire pour pas crever. Et c'est même Spock qui dit non, on les laisse là-bas, tu vois. Et en fait, Kirk fait ça pour obtenir la paix avec les Romuliens. Que dire d'autre? Ah, je ne sais pas. Ah, moi j'ai un sujet, moi. Parce que j'ai essayé de faire le malin en me disant ouais, je vais ramener des films de guerre pour dire voilà, comme on avait fait, vous avez aimé Tos, oui. Regardez La Planète Interdite. J'en ai pas trouvé. Pourquoi Parce que oui, des films de sous-marins, effectivement. Oui, des films de navires, effectivement. Sauf que ils règlent pas le conflit comme Starfleet le réglerait. J'allais dire Nimitz. C'est quoi ça? Oula, c'est un vieux film de guerre, mais un peu SF, où tu as un porte-avions nucléaire des années 70-80, qui remonte le temps et qui arrive en pleine Seconde Guerre mondiale face aux Japonais. Avec Kirk Douglas. Ouais. Mais après, ça reste les problèmes des Américains contre les Japonais et leur manière américaine de gérer le problème. Oui, mais s'ils interviennent, ils changent l'entrée en guerre et tout, quoi. En soi, tu sais quel film de guerre est pour moi le plus fleetien qui ne soit pas dans Star Trek? Wargame. Ah oui. Ouais. La manière dont ils règlent le truc à la fin. Quoi? Faut pas jouer, ouais. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur, c'est Wargame avec Matthew Broderick, je vous le conseille, c'est un super film. Et c'est le truc le plus fleetien que j'ai vu. Parce que je me disais, bah oui, ils vont se battre et on va voir des manœuvres et tout, mais la manière de concevoir la guerre n'est pas la même si tu dois dire, ok, c'est en dernier recours et vas-y, c'est pas grave, on tire en premier, comme ça on est sûr, quoi. Et donc en fait ça parle d'autre chose et du coup pour moi il n'y a pas d'autres films de guerre qui pourraient s'apparenter à du Star Trek à part peut-être Wargame. Et pareil à La Poursuite d'Octobre Rouge. Bah
est-ce que la mentalité du capitaine est une mentalité qui pourrait s'apparenter? Est-ce que tu le verrais dans un vaisseau? Bah oui, parce que s'ils tirent sur le navire, ils peuvent déclencher la guerre, quoi. Et d'un autre côté, je crois qu'ils savent pas ce qui se passe. Mais les deux camps savent. Je me rappelle plus. Je sais qu'il faut pas tirer. Je sais bref, il me semble qu'à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est là-dessus. Ça joue aussi sur le fait de le premier qui tire fout la merde. Enfin, dans mon souvenir. Alors, est-ce qu'il y aurait autre chose en plus? J'avoue, je commençais à être un petit peu... Ouais, mais on a fait déjà une bonne petite émission, là. Ouais, on a parlé de tout ce qu'on avait à parler. Oui, après, c'est pas non plus un sujet Starfleet, enfin Star Trek, c'est l'exploration avant toute chose. Hein. La guerre, à part dans DS9, où ça fait 3 saisons, et encore, c'est tous les 3 épisodes. C'est pas non plus le moteur, ou pareil, hein, dans Discovery, saison 1... ça se termine assez vite. Oui, bien sûr. Pareil, la guerre, c'est souvent des fins de saison, j'ai l'impression. Là, je viens de remater la guerre des Klingons, la guerre civile chez les Klingons. C'est entre fin de saison 4, début de saison 5, tu vois. Ouais. Pareil avec les Borg. Oui, c'est souvent des cliffhangers. Ouais. C'est souvent propice à un cliffhanger. Est-ce qu'ils ont survécu ou pas là-dessus? Bah voilà, bah écoutez, si vous avez des avis à nous donner, vous savez comment faire, hein. Il faut commenter, des films surtout nous conseiller, commentez dans la petite barre YouTube ou sur là où vous écoutez le podcast, qui est très français. Ah, on est fatigué ce soir, dis donc. Petite forme, on sera en meilleure forme la prochaine fois. Bah ça s'entend ma voix, hein. Je suis essuyé, essoré. Voilà. Et puis bah vous savez si ça vous fait affaire, abonnez et partagez. Voilà, s'abonner et partager. Allez, à tantôt. À la prochaine fois. De quoi on parle la fois prochaine? Alors, la prochaine fois, de quoi on parle? Je ne sais pas du tout. On a plein de thèmes. Moi, je propose un petit thème assez court qui est pourquoi le futur de Star Trek, présenté dans Star Trek, même TOS, ne sera jamais dépassé. C'est-à-dire ne sera jamais vieillot. Eh ben, allez. On part là-dessus. Allez. Et ben voilà. Bisous à tous. Amusez-vous bien. À bientôt. Ciao, prenez soin de vous. Ciao. Au revoir.